Bonjour, mon équipe et moi, on a fait le projet sur le contrôle par geste à distance en utilisant un radar Doppler. Donc, je me nomme Michael, mes coéquipiers sont Azem, Aya, puis Abdi. Donc, notre présentation aujourd'hui sera divisée en six sections. Pour commencer, on va parler un petit peu de l'introduction, une vision globale du projet. Ensuite, l'architecture, intégration matérielle, traitement du signal, segmentation, classification, interprétation des gestes. Une fois ceci fait, on va parler de l'architecture de communication et l'association des gestes avec le robot. Par la suite, la sécurité OTP. Et pour compléter, on parle des procédures de fonctionnement et les résultats finaux. Donc, pour une vision globale du projet, on s'était fixé certains objectifs, en fait. Donc, pour commencer, on voulait faire un contrôle du robot mobile par geste. On voulait utiliser justement un radar de plus avec une interface de sécurité. On voulait aussi faire un traitement et classification des gestes. On voulait assurer une fluidité aussi rapide d'exécution. Donc, on voulait s'assurer d'avoir une exécution rapide en temps réel. Puis aussi, on voulait avoir une application réaliste. Donc, homme qui fait un mouvement, puis machine en réaction. Donc, on peut voir dans le bas de l'écran le schéma de conception qu'on s'est fié euh, pour faire le projet. Donc, pour l'ensemble, vu l'ensemble du projet, donc on a commencé par se faire un plan détaillé de chacune des opérations afin de justement bien diviser les tâches pour s'assurer d'un développement fluide. Donc, on peut voir justement ici le geste de la main vers le radar, vers le module de pré-traitement, par la suite qui est envoyé au module de reconnaissance, vers le module de sécurité, l'utilisateur et puis en retour vers le véhicule. Donc, pour ce qui est de l'architecture du système, donc on avait une architecture initiale. On s'était en fait imaginé avoir un système complet tout en un. Donc, un module, communication, réception avec le radar. Par la suite, on a déterminé que c'était plus réalistique de justement faire un projet divisé en euh, avec une architecture avec plusieurs parties. Donc, pour commencer avec l'ordinateur puis le radar, donc pour faire l'extraction des caractéristiques des mouvements. Par la suite, transférer sur notre réseau Wi-Fi, qui lui, par la suite, va transmettre à nos deux modules. Donc, au module OTP pour la sécurité, puis par la suite envoyer au ESP32, et tout ça par communication sans fil Wi-Fi, là. Donc, peu importe où qu'on est dans une pièce, on peut justement assurer une bonne communication. Donc, comme j'ai dit un petit peu, pour la communication, donc on a utilisé le UART, donc sur le ASP32, qui se connecte directement au port sur l'Alphabet, donc connecté au Arduino. Par la suite, les moteurs sont directement branchés dans Alphabet, donc toutes les connexions sont directes et fiables. Pour l'alimentation, on a utilisé la batterie du robot, puis aussi une batterie extérieure. Donc, la batterie du robot pour le système Alphabet. Par la suite, une batterie extérieure pour le circuit OTP. On va avoir plusieurs images à la fin de la présentation pour démontrer un peu exactement à quoi que ce modèle-là ressemble. Ça nous a permis de justement avoir une distribution stable de l'énergie. Donc, éviter des pertes dues aux connexions USB ou à un ordinateur. Donc, on peut justement bouger le montage facilement. Pour ce qui est du câblage, il y a eu certaines études qui ont été faites. On voulait s'assurer justement pour les connexions critiques du circuit OTP. On voulait s'assurer que ce ne soit pas des connecteurs, sachant qu'il y a des risques de perte de connexion. Euh, Même chose pour l'alphabet. Donc, au contraire des soudures, on a utilisé des connecteurs. Justement, éviter de souder des modules là, sur un robot. Donc, si dans le futur, on décide de faire des modifications ou d'autres planifications sur celui-ci, on va être capable de le faire. Et on a aussi fait une organisation des fils, donc dans les espaces restreints, surtout pour l'OTP, là. Donc c'était plutôt applicable. Et puis pour ce qui est des supports mécaniques, on a utilisé l'imprimante 3D pour faire les supports, donc que ce soit sur le Alphabet ou pour le circuit OTP. Ça nous a permis de faire une fixation des modules, puis de réduire les risques des arrachements et de faux contacts. Donc maintenant, la grande partie la plus importante de notre projet, traitement du signal, segmentation, classification et surtout l'interprétation des gestes. Donc, pour commencer, on a utilisé le radar Doppler, donc de Infineon, de 60 GHz, donc qui était fort intéressant justement pour notre projet. Ça nous permet d'utiliser l'effet de Doppler pour détecter la vitesse du mouvement et aussi la distance. Euh, Avec ces données-là, on avait une acquisition de données sur deux phases. Donc, la phase in-phase puis la quadrature qui nous permet de justement assurer une continuité d'acquisition de données, donc pour limiter les pertes. Avec ces données acquis-là,
on a appliqué deux transformés. Donc, la transformation en distance, puis la transformation en vitesse, avec la série de Fourier. Donc, avec une transformée de Fourier, désolé. Donc, ça nous a permis de justement déterminer exactement la distance, puis la vitesse lors des mouvements. On peut voir à gauche une démonstration exacte pour la transformation de vitesse, donc qui passe par le radar avec la trame. Par la suite, il y a un pré-traitement, une transformation en Fourier. On peut voir les différents pics dépendant de la distance. Par la suite, on applique une suppression, on refait la matrice par rapport à la distance et au temps, et on peut avoir par la suite, pour finir, un profil de distance. Ce qui était fort intéressant justement pour nos différents mouvements. Donc, voici la carte range Doppler. Donc, ces deux transformés-là nous ont permis de justement la créer. Ça représente la distance et la vitesse simultanément avec une intensité en couleur. Donc, plus l'intensité augmente, plus la couleur varie. Donc, de 0 à bleu pâle vers 50 et plus en jaune. Ça permet de visualiser les mouvements, donc de manière claire. Donc, quand on va faire des mouvements, il va y avoir une démonstration plus tard. Donc, juste ici, on peut voir les différents mouvements. À la droite, on voit le logiciel fourni lors de l'achat par la carte Infineon versus le code MATLAB à la gauche qu'on a fait. Donc, on peut le refaire jouer une deuxième fois. Donc, on peut voir des très grandes similitudes avec notre projet qu'on a fait. Donc, pour la segmentation, donc ça nous a permis, avec une segmentation, on a été capable de faire une détection claire du début et de la fin, avec une énergie de base du signal, donc en comparant les bruits du fond versus le mouvement. Donc, c'est vraiment un bon mécanisme pour faire la stabilisation, pour justement déterminer nos mouvements. Une fois la segmentation faite de nos mouvements, on a classifié nos mouvements, donc avec l'énergie, donc l'intensité, soit une énergie positive ou négative, dépendant du mouvement de main. Une fois cette énergie-là faite, on a aussi une autre énergie qui est importante, l'énergie à zéro, donc la vitesse nulle pour notre troisième mouvement. Euh, et comme je disais, donc la direction du mouvement. On a trois gestes qu'on a classifiés lors de notre projet. Donc, pour commencer le geste single, donc avec un changement de geste, donc on avance et puis on recule. Tandis que double, on avait plus grande variation de signes, donc plusieurs allers-retours. Donc, ce qui nous a permis de justement faire la classification de ces deux mouvements-là. Par la suite, pour le mouvement twist, donc énergie faible, mais avec mouvement rotationnel. Donc, moins d'énergie de variation de changement de signe, mais plus de variation d'énergie autour de zéro. Donc, on a combiné plusieurs de ces conditions-là. Donc, une fois la classification faite, on a obtenu des paramètres. Donc, on a extrait du signal pour justement optimiser nos seuils de détection. Donc, pour augmenter la robustesse et la détection en temps réel. Donc, on peut voir à droite les différentes valeurs qu'on a utilisées qui sont modifiables dépendant des différents gestes qu'on voulait trouver. Euh, une fois la classification faite, on a validé nos mouvements. Donc, on a fait une matrice de confusion qu'on peut voir en bas à droite avec les différentes couleurs. On a déterminé qu'on avait une précision globale de 90%. Donc, quand on compare la détection du mouvement simple, double et du twist, certainement twist un peu plus complexe à observer et à déterminer, mais encore là, très réalistique. Donc, voici les différentes représentations dépendant du mouvement simple, double et twist. Donc, on peut voir plusieurs mouvements d'aller-retour pour le double, tandis que pour le twist, on peut voir un mouvement continu stable qui euh, reste tout le temps dans le centre. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'architecture de communication et l'association des gestes du robot. Donc, pour notre architecture, on a fait un réseau complet, le réseau local, grâce à un routeur ASUS. Donc, on a utilisé des adresses IP statiques, donc pour le robot et puis pour les deux ESP32. Donc, on a une ESP32 sur un robot, puis le ESP32 dans le circuit OTP, qui ont été assignés des valeurs IP statiques, justement, pour faire la transmission de données. Donc, le radar, par la suite, l'analyse sur MATLAB, transmis sur le réseau Wi-Fi, qui lui transmet directement à notre adresse, donc soit à l'OTP ou en mode direct pour faire les tests. Donc, une fois transmis à l'OTP, c'est transféré au système ESP32 sur l'Arduino qui, lui, par la suite, transmet au Alphabet. Donc, ce système-là a été aussi implémenté avec un hotspot de mode sur l'iPhone pour justement faire une connexion au serveur OTP. Voici l'association des gestes. Donc, les différents gestes ont été associés au robot. Donc, le single au mouvement forward, le double au mouvement backward et puis le twist au mouvement de rotation. Donc, turn.
Lors de l'envoi des messages, donc on utilise le format action et valeur. Donc le premier, donc le mouvement, donc forward. Par la suite, la valeur qui est le temps. Donc forward 120, donc le mouvement de forward. On peut voir ici un exemple du code aussi qu'on a implémenté dans notre Arduino. Donc pour le circuit de sécurité, qui était aussi une partie très importante de notre projet pour assurer la sécurité dans l'application de notre robot. Donc, on fait la génération d'un code OTP. Par la suite, le code OTP est envoyé par courriel, donc à une adresse Gmail qu'on peut voir dans le bas de l'écran. Le code est valide pendant 120 secondes. Par la suite, l'utilisateur entre le code dans le circuit, dans la page web créée sur l'ordinateur du, euh, du radar. Une fois fait, on appuie sur Validate. Une fois validé, le code autorise la transmission directe entre les deux ESP32. Donc, on a aussi une erreur si on entre le mauvais code à plusieurs répétitions. Donc, ça permet de justement assurer une sécurité. Par la suite, pour les procédures de fonctionnement et puis nos résultats finaux. Donc, on a réussi à avoir un système fonctionnel, une communication extrêmement stable avec un circuit sécuritaire. C'est sûr qu'il y avait certaines limitations. Donc, il y a des limitations dues au réseau Wi-Fi. Donc, c'est sûr à être déterminé, surtout s'il y a des pare-feux d'activer. Donc, ça réduit la latence entre les différents modules de communication. On a aussi une grande forte dépendance au réseau Wi-Fi et aussi au réseau 3G. Donc, il y a une connexion Internet extérieure pour faire l'envoi du code OTP. Donc, c'est sûr que ça serait fort intéressant de peut-être créer un système à huis clos sans l'utilisation de l'Internet. Donc, ça serait une amélioration future. On aimerait ça aussi, comme amélioration future, potentiellement de faire des communications différentes. Donc là, c'est sûr qu'on a appliqué trois mouvements de base, mais ce serait fort intéressant d'appliquer d'autres mouvements ou même des mouvements en continu. Donc, voici notre cas 1, donc les résultats approuvés. Donc, on peut voir le lancement du code initial du service OTP. Ça, une fois le service OTP activé, on a le code sur MATLAB. Donc, on lance notre code. Donc, on ouvre notre ESP32. Donc, on peut voir avec l'imprimante 3D qui nous a permis de justement fixer l'écran. Le code est transmis sur les réseaux du iPhone pour le code de validation Gmail. Une fois fait, l'adresse URL est affichée à l'écran. On va sur notre adresse email, on rafraîchit la page. Par la suite, on entre le mot de passe. Une fois validé, le message en bas change pour Access Granted. On peut voir que le circuit OTP a reçu le code, confirme le code, et puis commence sa transmission Wi-Fi. Donc, se connecte au routeur. Par la suite, une fois la transmission prête, ouvre le circuit, donc disponibilité pendant 1200 secondes, justement pour faire les tests. Et avec notre carte de range Doppler en haut, on peut voir le mouvement simple, donc avancer, le mouvement double, reculer, et puis par la suite, le mouvement de rotation ici. Et puis pour le cas 2, donc le cas en cas d'erreur, on peut voir qu'on ouvre notre circuit. On va juste peut-être accélérer une petite affaire. Donc on peut voir si on entre le mauvais code. Donc on a un code ici qui est remis sur Gmail. Si on entre le mauvais code à plusieurs reprises, pardon, on peut voir le message d'erreur qui va afficher à l'écran simultanément. Donc Access Refused. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation aujourd'hui pour notre projet de conception. Est-ce que vous avez des questions pour nous ou commentaires?